Bonjour, c'est un énorme plaisir de vous avoir. Alors, je vous conseille d'être très attentif à ce direct car nous aurons moins d'une heure à passer ensemble. C'est énorme. Et je le fais par amour. Donc partagez le direct, notez ce qui est nécessaire pour vous et avançons. Je ne vous conseille pas le travail, mais la lutte. Je ne vous conseille pas la paix, mais la victoire. Que votre travail soit la lutte et que votre paix soit votre victoire. La guerre et le courage ont fait plus de grandes choses que l'amour du prochain. Ce n'est pas votre pitié, mais c'est votre bravoure qui sauva jusqu'à présent les victimes. Ainsi parlait Zarathustra. C'est une œuvre magnifique de Nietzsche que je vous conseille vivement de feuilleter au moins. Je m'appelle Martial Bissog Mouleti. J'ai 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux et je suis heureux de pouvoir échanger avec vous. Je suis heureux de pouvoir déclamer. Parce que la parole, il faut l'apprendre. Si vous ne savez rien du développement personnel, au moins cherchez le développement collectif. Et le fait que nous ayons quelques armes et quelques outils naturels, académiques, intellectuels, ne fait pas de nous vos amis. Puisque vous n'aimez pas le progrès, vous n'aimez pas ce qui est beau, vous n'aimez pas ce qui vous donne du bonheur. On aime les discussions inutiles, stériles, on aime les faux débats, on n'aime pas apprendre. Et j'ai bien peur pour l'avenir de ce continent. J'étais dans une université de la place hier encore à Yaoundé où je voyais des filières entières peuplées d'étudiants. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne critique pas le système éducatif, chacun étudie ce qu'il veut. Mais ce qui me choque, c'est que nous sommes à l'ère de ChatGPT. 4. ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle, IA. Vous ne verrez pas à la télévision, dans les journaux, à la radio, un débat sur l'avenir de l'humanité qui porte sur l'intelligence artificielle. C'est devant nous. C'est juste incroyable. It's just amazing. Vous allez trouver les débats sur tout. Qui veut tuer tel? Qui veut taper tel? Qui veut arracher le pouvoir de tel? Qui veut... Mais personne n'a la plume, n'a la bouche, n'a les oreilles, même sur les plateaux télé, de créer un univers où on peut échanger. Alors moi, je suis en train de lancer ma télévision. J'espère qu'on trouvera des oreilles sensibles et partenaires sérieux pour avancer. Je dis sérieux, pas des plaisantins. Voilà. Parce que si on n'a pas de médias forts, on n'est pas fort. Et on ne sera même pas formé. Et on n'aura rien de formidable. Donc, je vous lance encore un appel. Celui qui veut capitaliser dans les structures que nous montons, s'associe à nous. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est perturbant en même temps de parler et de répondre, mais je vais répondre. Ma chère Priscilla, les livres sont là, vous m'écrivez inbox, je vous donne les livres. Voilà. Où que vous soyez. Et merci déjà de l'intérêt. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes à l'ère du ChatGPT. Je vois encore beaucoup de jeunes s'engouffrer dans des filières de, disons même banque et finance. Ils étudient l'anthropologie, la sociologie. Ils étudient... C'est dangereux pour l'intelligence africaine. Avec l'intelligence africaine, que j'appelle l'intelligence artificielle, pardon, aujourd'hui, sachez que nous allons perdre
43 à 55% des métiers qui existent aujourd'hui. Quand je dis nous allons, c'est même au futur lointain. Il y a des métiers qui ne servent plus à rien du tout et des métiers qu'il ne faut même plus essayer d'apprendre. Et c'est ça l'ignorance. C'est ça les dangers qui guettent l'Afrique. C'est-à-dire on a été battu par l'esclavage, on a été battu par la colonisation qui continue encore, on est battu par la néocolonisation, mais on est encore enchaîné au Moyen-Âge de la pensée. Quand c'est pour commenter comment les lions indomptables ont perdu, tout le monde est expert. Mais qu'est-ce qu'on donne à cette société qui n'avance pas? Je suis actuellement à Yaoundé, la capitale. Je peux vous dire que les gens vivent encore, pour la plupart, comme au Moyen-Âge. Et c'est comme ça dans toute l'Afrique. Enfin, dans une grande partie de l'Afrique. Dans les Antilles. Et j'ai suivi une maman antillaise formidable qui a dit l'autre jour aux Antillais, aux Martiniquais, arrêtez de rêver. Vous voulez l'indépendance politique. Vous êtes en train de brailler. Mais où est l'indépendance économique? Si ces gens-là que vous insultez, les béquets partent, évidemment avec leur tard, s'ils partent demain matin, est-ce que l'Antillais est capable de produire même un plantain, un régime de bananes? Est-ce que nous, les Martiniquais, on est capable? Et j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que tout n'est pas économique, mais la liberté d'abord est économique, avant de structurer la pensée, ou bien ça va concomitamment. Alors moi, je suis choqué, parce que je suis actuellement au Cameroun, je serai à Paris dans quelques jours, mais je suis choqué de voir que le débat est étouffé partout. Je suis choqué de voir que la jeunesse n'y est pas du tout. Je suis choqué de voir qu'on ne parle pas d'industrialisation. Je suis choqué de voir qu'on ne parle pas d'intelligence. On ne parle pas de savoir. On ne parle que d'intrigue. On ne parle que de tribalisme, de tribus, de regroupements villageois, de commerçants, de détaillants. Et ça m'a... Depuis 4 jours, j'ai envie de vous parler, mais j'ai dit, je parle moi. Mais en même temps, quand on ne parle pas, on laisse la place et le boulevard du 20 mai à toute la médiocratie et la médiocratie sphère qui s'installe et qui prend les commandes. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Mais je ne suis pas fâché du tout parce que je comprends. Je sais que le reproche qu'on nous fait, je suis un homme politique et je l'assume. Le reproche qu'on nous fait parfois, c'est d'avoir fait des choix. Mais ceux qui ont fait des choix opposés, en se disant opposants, sont finalement ceux qui mangent le plus. Regardez à l'Assemblée nationale un truc au Cameroun qui va vous faire rire. On a réélu ou réélu le président de l'Assemblée nationale d'un pays qui est là depuis que l'Assemblée est là. Vous constatez quand même que même les maigres députés de l'opposition ont tous voté le monsieur. Allez-y comprendre. C'est-à-dire, personne n'a même mis voix neutre. Ou bien je ne suis pas d'accord. Mais ils sont à l'Assemblée et ils sont vos opposants. Et c'est ça qu'on appelle les hommes politiques au Cameroun. Ça questionne quand même. Ça questionne. Et après, ils vont reprocher aux autres de ne pas être d'accord. Mais c'est terrible. Bon, ça c'est juste un cas. Maintenant, je parlais d'intelligence. Est-ce que vous savez que demain, il n'y aura plus de métier d'avocat? Est-ce que vous savez que demain, il n'y aura plus de médecins? Où la médecine sera reformée? Est-ce qu'il est encore utile de garder les enfants pendant 7 ans au CUS aujourd'hui pour qu'ils soignent les plaies? Alors qu'un petit robot en nanoparticules t'opère en laser, en 3D et en 3 secondes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est capable de vous mettre dans le corps un petit robot de la taille de ce bic, c'est-à-dire cette pointe-là, pas la marque, et qui va entrer dans votre organisme et qui va aller déboucher les artères, les couper et les souder en 3 minutes. C'est déjà faisable. Est-ce que vous savez que les métiers comme même chauffeurs de bus ne vont plus exister, ni chauffeurs de taxi? Alors je vous en parle pourquoi?
Parce que au Cameroun, par exemple, il y a l'application Yango, comme il y en a partout, à Abidjan et tout. C'est le Uber des pauvres. Uber est américain. Yango n'est pas africain. C'est pas camerounais, arrêtez de mentir. C'est russe. Ça veut dire qu'il n'y a aucun ingénieur camerounais. Ben, il y en a beaucoup qui financent les rébellions dans leur propre pays, aux États-Unis, partout. Heureusement qu'on arrête certains. Mais je veux dire que c'est des jeunes ingénieurs russes qui ont monté une application qui s'appelle Yango. Et c'est elle qui marche. Vous commandez votre taxi. On a 9000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Ils font rien. Beaucoup sont heureux juste d'être devenus allemands. Alors, la médiocrité, c'est ça. C'est que pendant que je fais un direct comme celui-ci, vous avez aussi un marabout béninois qui vient chercher ses clients ici. Ça veut dire que parmi vous, là, il aura des clients. Un marabout qui vous promet un portefeuille magique. La médiocrité, c'est aussi quoi? Je ne vais pas tout lister en un direct. La médiocrité, c'est aussi que quand il y a un Yango, par exemple, les taximans et les Camerounais, les gens commencent à combattre le Yango qui vient en réalité faciliter la vie des gens. Donc chez nous, quand quelque chose vient innover, les gens ne veulent pas. Mais ils veulent que le système politique change, mais ils ne veulent pas faire des changements dans leur propre vie et dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes prêts pour le changement? C'est ce que je voulais poser comme question aux Camerounais. Deuxième pôle de médiocrité, je faisais mon sport tout à l'heure et j'ai vu dans la ville des panneaux énormes et géants. Ça frise même la folie. Ces panneaux, ce n'est pas Paul Biya l'homme le plus fort du Cameroun, c'est ces gens qui affichent ces panneaux qui sont plus grands que les affiches même de Paul Biya. Et imaginez quoi? Ces illuminés, ces uluberlus promettent d'organiser des grandes conférences et des grands cycles religieux de délivrance et de richesse au palais de sport, un truc comme ça. Enfin, je n'ai pas bien lu, mais il faut payer 100 000. Et je trouve des gens alignés pour aller suivre ces conneries. Nous sommes en 2023 et au nom de la liberté, on va dire qu'ils ont raison. Et c'est ce pays-là où les gens sont très attachés aux faits archaïco-religieux chrétiens et ils veulent en même temps découvrir qu'ils sont heureux et libres et indépendants. Nous touchons les domaines de la spiritualité et c'est très important de le savoir. Il n'y a pas de spiritualité en se cachant chez quelqu'un. Alors je disais à un de mes collaborateurs hier qui est musulman, je respecte la communauté, je lui ai juste fait un petit exercice de médiocrité, mais de vérité. Il m'a dit qu'il aimerait bien aller à la Mecque. Ce qui est normal pour lui. Mais je lui ai dit, réfléchissons un peu, cher frère. Vous savez qu'il y a 250 millions, 200 à 250 millions d'Africains et de gens qui vont tous les jours à la Mecque célébrer je ne sais pas quoi. Et la plupart sont africains. Il n'y a que l'Africain qui va là où il y a la pauvreté, où on célèbre la pauvreté et le miracle. Hein? Alors, comptez vous-même. Des gens qui n'arrivent pas à avoir l'eau potable chez eux, ou pour leur communauté, ou l'école, au Nord Cameroun et ailleurs, cotisent des billets d'avion, 10 millions, 15, pour aller à la Mecque, par exemple. Et ça vous donne un exercice terrible. Terrible. J'ai dit à ce jeune homme, comptez 200 millions de personnes qui vont dépenser au minimum 200 $ aux Émirats arabes, chaque année. Après, vous vous étonnez qu'ils sont riches, qu'ils soient riches. Parce que là-bas, c'est la terre sainte. Mais poussons un peu le raisonnement plus loin. C'est où la terre sainte? C'est qui les premiers êtres vivants sur terre? C'est qui? La vie est née où? Au lac Tchad. Au Tchad. Donc, c'est la zone du Cameroun, de tout le nord Cameroun, de la Damawa,
jusqu'au sommet du canon Bornou, dans le Nigeria, le Niger, jusqu'aux limites du Soudan. C'est toute cette zone qu'on appelait le grand lac Tchad. C'était même une mer qui est devenue une mer intérieure. C'est là où la civilisation humaine est née. Lucie, les Sao qui mesuraient 2 mètres. Mais c'est là qu'il devrait avoir. Vous êtes convaincus? C'est là où il devrait avoir le pèlerinage, puisqu'on vient célébrer la vie de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Il a mis les premiers êtres humains par des réactions cataclysmiques, la métaphysico-synthèse s'est opérée au Cameroun à la vitesse de Planck. C'est-à-dire la nature, l'univers est parti d'un degré moins 0 ou du 0. Il n'y a pas de 0 absolu, mais de quelque chose de moins, quelque chose. La vie a commencé, mais en Afrique. Mais vous payez les millions de francs pour aller vous balader en Israël. Ça, c'est un questionnement. Deuxième chose de médiocrité, ou troisième, je vois des jeunes qui s'activent aujourd'hui à faire ce qu'on appelle du Made in Cameroun. C'est-à-dire qu'on promet l'élevage de poulets, de poissons, enfin l'entrepreneuriat. Ça, c'est bien. Mais l'incohérence de l'homme noir, c'est que quand quelqu'un dit qu'il est dans le Made in Cameroun, il entraîne des jeunes qui le suivent. Après un matin, vous découvrez sur sa page qu'elle est en train de vénérer un apôtre ou qu'il est en train de vénérer un apôtre qui vient du Congo, qui lui-même n'a pas le CP, qui récite juste comme un perroquet des thèses qu'il ne peut pas soutenir. Ça s'appelle l'ignorance acquise, qui est célébrée en Afrique. Alors, est-ce que le Made in Cameroun, c'est de revenir prier Jésus-Christ à la fin? Ou bien c'est une volonté de création d'une économie qui va nous libérer des chaînes psycho-rigides, religieuses et coloniales? Ceux qui parlent d'indépendance et qui sont dans les chapelles chrétiennes au Vatican, du Vatican et ailleurs, sont exactement comme le cochon qui dit qu'il veut se libérer, mais en mangeant toute la nourriture dans l'enclos. Donc il y a ce travail-là. Il y a ce travail. Il y a ce travail où les gens confondent le fait culturel à l'effet cultuel et à l'effet religieux, à l'effet spirituel. On pourra passer des heures. J'en ai fait des tonnes de conférences là-dessus. Les Africains, et c'est ce que je dis par exemple, deuxième chose, quand on parle donc d'indépendance économique, c'est bien d'encourager les gens à faire le poulailler, par exemple, comme c'est ça que vos coachs... Chez nous, le coaching se limite à ça, l'argent tout de suite. Comment ouvrir la boutique demain? Alors, mais si tout le monde ouvre la boutique sur la même rue, ça fait la théorie du call box. Vous êtes dans une rue, 10 femmes font le même travail, le même call box sur toute la rue, ça accélère la misère. Au lieu de trouver la solution. Ce que je voulais dire, c'est que, et ça je l'ai bien détaillé dans mon prochain livre qui est prêt, Industrialisons-nous ou taisons-nous, c'est que quand vous encouragez les gens à faire des porcheries et tout, ce que vous ne leur dites pas, c'est que vous revenez leur vendre les produits phytosanitaires, vous revenez leur vendre la provente, vous revenez leur vendre les intrants, vous revenez leur vendre tout ce qui tourne autour, et tout ça malheureusement est produit encore par celui que vous prétendez combattre, dont le colon. Les engrais sont produits à Paris pour votre gouvernement. Et il y a des agents commerciaux qui sont chargés et qui gagnent des centaines de millions sur le dos des agriculteurs et des paysans et des éleveurs qu'ils appauvrissent en leur sous-traitant des produits qu'on a même refusés en France. On a condamné Monsanto. Ça, vous n'êtes peut-être pas qualifié à le connaître, mais il faut le dire. Ce n'est pas parce que les gens sont médiocres que nous ne devons pas travailler. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas se cultiver que nous aussi, nous n'allons rien faire. Nous n'allons rien faire. Il faut être en avance sur son temps, quitte à être lapidé. Celui qui a inventé la pelle, alors que tout le monde grattait avec les mains, il a été égorgé. Celui qui inventa la deuxième chaussure, parce que tout le monde mettait une seule même chaussure pour les deux pieds,
Quand il a imaginé que non, les deux pieds n'ont pas la même forme et qu'il faut une deuxième paire, il a été lapidé tout de suite. Donc, l'être humain, en général, n'aime pas le progrès, n'aime pas ce qui est nouveau. C'est ce qu'on appelle la zone d'inconfort qu'il qualifie de zone de confort. C'est pour ça qu'on peut tourner dans la médiocrité pendant un siècle, en croyant qu'on est grand, qu'on est fort et qu'on avance. Or, c'est le fait spirituel qui déclenche la liberté fondamentale chez les gens. Et dès qu'on sera aligné sur le cosmos spirituel, la liberté politique va suivre. On aura la lucidité de mettre les bons dirigeants. Et les bons dirigeants vont favoriser la vraie économie. La vraie économie va développer la vraie industrie. La vraie industrie va fabriquer des vrais produits pour les vrais citoyens que vous êtes. Tous les peuples sont passés par là. Je dis tous les peuples. Et en Afrique aujourd'hui, tout le monde est enfermé dans la chapelle. Jésus va revenir. Bien sûr, il ne reviendra pas. Vous êtes déçus peut-être, mais il ne reviendra pas. Pour qu'il revienne, il eût fallu qu'il fût déjà là. Quel que soit le degré de véracité de cette mythologie anthologique, gréco-judaïo-chrétienne, le fait africain, moi, ne me pousse pas à consacrer mon énergie à quelque chose d'hypothétique, alors que ce qui peut revenir chez nous, c'est l'eau. Ce que je peux faire revenir chez nous, c'est la lumière. Ce que je peux faire revenir en sciences concrètes, c'est les autoroutes, c'est l'école, c'est les médicaments. Donc, transformer ma forêt en biosynthèse de médicaments. La pharmacie que vous voyez là, en ville, partout, c'est la forêt transformée. Quand on n'a pas pu arracher les tiges, les écorces d'arbres, tous les chercheurs du monde viennent étudier en Afrique, ils viennent voler vos arbres dans les forêts et ils rentrent synthétisés dans le laboratoire. C'est l'étude synthétique des molécules que vous buvez. Quand on ne peut pas avoir les extraits directs, on fabrique, mais à base de ce que la forêt nous donne. La forêt qui est derrière vos maisons. Tout le monde a la forêt, tout le monde a ce que Dieu a mis de plus extraordinaire. Dieu reste là-dedans. Mais vous êtes en train de pleurer, de pleurnicher, d'aller à la Mecque, au Vatican, partout. Alors que là-bas, on a démontré même qu'au Vatican, c'est le plus grand réseau de pédophiles, de pédérastes, d'homosexuels du monde, cachés. Je ne peux pas condamner. Vous savez que le monde aujourd'hui, c'est comme ça. Les plus forts veulent nous imposer leur culture, ils veulent nous empêcher de réfléchir, et même sur Facebook, ils bloquent nos vues parce qu'on va dire des choses qui vont être dangereuses pour l'équilibre hégémonique du monde qu'ils ont créé, et les Africains sont là comme des moutons en train de réciter et de suivre. J'ai peur de cette Afrique qui ne réfléchit pas. J'ai peur de ce Cameroun bloqué à zéro. J'ai peur de ces intelligences qu'on croit intelligentes, mais qui en réalité sont rétrogrades, archaïques, réfractaires au progrès. Deuxième chose qui m'intéresse ce matin, parlant de la médiocrité et du culte de la médiocratie. Bon, quand je parlais de remèdes, vous savez que les plus grands escrocs du monde, c'est les délégués médicaux. C'est-à-dire, c'est les agents des laboratoires pharmaceutiques, français, anglais, américains, tout ce que vous voulez, qui peuvent vous fabriquer le Covid. Vous avez suivi en Angleterre les vox sont fuités, où les gens disaient qu'il faut que les gens payent. Donc, ils ont fabriqué vraiment leur connerie, et ce n'est pas la première fois. Mais ce que je voulais dire, le délégué médical, par exemple, ce que les nègres ne comprennent pas, c'est qu'il vient vendre au médecin un produit que le médecin ne connaît pas et il va le donner au patient qu'il n'a pas testé lui-même. C'est-à-dire que le médecin connaît la maladie, encore. Le délégué médical, lui, connaît le remède. On le paye pour venir vendre un remède. Et il vient donc te vendre quelque chose que toi, tu ne connais pas, puisque tu n'as pas testé. Tu as juste l'idée que l'autre a la gale. Et le délégué médical vient te dire, voici ce qui soigne la gale. Or, dans ce qui soigne la gale, il y a au moins 10 produits sortis en laboratoire. Mais lui, il vient te vendre son produit personnel, qui peut être efficace ou pas. Mais toi, tu le prends et tu le donnes à quelqu'un qui a la gale. Lui, il a la gale.
mais il n'est pas médecin. Toi, tu es médecin, mais tu n'as pas la gale. Le vendeur de médicaments n'a pas la gale, il n'est pas médecin, mais il a le médicament qu'on lui a dit de vendre. Et c'est comme ça que l'Afrique fonctionne aujourd'hui. La sous-traitance de la bêtise. Nous sommes les délégués médicaux de la bêtise. À quoi ça sert de dire, par exemple, le Made in Cameroun, d'embêter les gens parce que vous faites frire de chips, vous mettez dans le plastique qui vient de Chine et vous allez déposer à Casino ou à Carrefour qui est français. J'étais l'autre jour à Place, donc à Carrefour, le magasin. J'apprécie, hein, ça, pour moi au moins ça me permet de manger comme à Paris. Et j'ai constaté avec tristesse que la plupart des Camerounais sont encore ignorants ou complexés. Ils sont alignés là, ils achètent le plantain, les macabos lavés, venus de Fongo Tongo. Ils achètent un doigt de banane à 13 000 parce qu'il a été lavé et mis dans le frigo dans leur propre pays. Je ne peux pas faire le reproche à Carrefour, mais je dis, mais écoutez, nos marchés sont infestés de poubelles, de rats et de choléra, dans la boue. Les mamans viennent d'Obala, elles sont là depuis 5 heures, depuis 3 heures, assises à même le sol, avec les fruits à même le sol, les tomates, tout ça. Mais l'autre a juste l'intelligence de créer un hangar, de mettre un peu de clim, de laver les tomates et de venir vous vendre et de multiplier le prix x 10. Et vos propres produits. Où est donc le Made in Cameroun? Où est l'intelligence? Où est notre capacité à sortir de ce cycle médiocre? Deuxième chose, tout ce qui marche, ou 10e chose si vous voulez, je suis bloqué à 2 parce que vraiment c'est des sous-thèmes. Regardez comment le Camerounais fonctionne. Déjà, il déteste le savoir. Ne viens pas lui montrer que tu peux lui expliquer. Il va dire non. La preuve, regardez le nombre de vues qu'on fait. Les gens regardent en cachette. Ils ont peur. Il ne faut pas être cité. Je voulais vous parler ce matin, enfin, de ce qu'on appelle le cerveau collectif. Le cerveau collectif, ça veut dire que moi seul, je ne peux pas. C'est pour ça que Dieu me donne un cerveau. Et ce cerveau va rencontrer un autre cerveau. Un autre cerveau, un autre cerveau. C'est un agrégat de cerveau. Ce verre est un agrégat de cristaux. Bonjour à Landry Motapa, mon fiston. Alors, c'est quand on a mis donc ces cerveaux ensemble qu'on fait le verre. Mais si vous prenez un bout de verre seul, c'est rien du tout. Pourquoi j'en parle? Parce que j'ai suivi un jeune brillant, même si tous vendent des chips, hein. C'est pas de l'industrie pour moi, c'est l'artisanat. Alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que le jeune se plaignait. Les jeunes se plaignaient du fait qu'on lui dise qu'on ne peut pas se tourner vers les financements ou ouvrir son marché. Les Camerounais sont essentiellement égoïstes. Chacun travaille seul. Chacun achète son terrain seul. Chacun met sa petite barrière seul à Oja, et même s'il est à Paris ou à Londres. Et il revient élever la barrière inclinée et qui va tomber parce que le terrain est boueux, marécageux, il n'y a pas la route dans le quartier, il n'y a pas d'électricité. Les Sénégalais sont plus intelligents que nous, sur ce plan. Allez à Dakar. Tous les petits vendeurs de rue à New York se mettent à 100, 200, 500, 1000. Ils cotisent, ils achètent des espaces de forêt vierges et ils viennent installer des cités. Allez à Abidjan, vous voyez comment on construit des maisons. Le Camerounais fait son immeuble incliné seul. Et il est fier de dire qu'il est seul. Et il ne donne la chance à personne d'autre.
Il veut exister seul. Mais il se plaint après du président de la République, qui est là depuis quelques années. Donc, c'est toute cette incohérence-là. Le cerveau collectif, donc, c'est l'idée que moi, je peux avoir un apport en numéraire, l'autre un apport en industrie. Moi, je peux savoir clouer, l'autre amène le marteau, l'autre amène le clou. Comme ça, au lieu de chercher à faire tout et seul et perdre le temps, on a le marteau, on a l'enclume et on va vite. Je lisais l'histoire d'un Américain formidable qui s'appelle Khan. Il a créé ce qu'on appelle Khan Academy, comme j'ai créé Akeva Academy. Et Akeva Bank, beaucoup ont volé des idées, les volé. Non, je n'ai pas appelé des gens pour dépouiller ma structure, j'ai appelé des gens pour renforcer. Alors, je vous explique en 2 secondes. Khan, c'est un professeur. Sa jeune fille, sa nièce lui demande de lui résoudre une équation mathématique. Comme il n'a pas le temps, il la résout et il la met sur Internet, sur YouTube. Et il dit à sa nièce, va voir, j'ai mis ça sur YouTube, j'ai pas le temps. Surprise, quand la jeune fille va prendre l'exercice corrigé, elle se rend compte que avant le soir, presque il y a 100 000 jeunes Américains qui ont vu l'exercice sur YouTube, ils ont téléchargé, ils ont copié. Et Khan aussi est surpris, il commence à faire des vidéos. Un jour, Bill Gates se lève et il dit, maintenant pour ses enfants, quand il y a un devoir, il leur met les corrigés de Khan Academy sur YouTube. Et il demande à voir Khan. Imaginez au Cameroun un milliardaire qui demande à voir un répétiteur. Ça n'existe pas. Imaginez un Goshinger, s'il sait même lire, ou je ne sais pas qui d'autre, qui peut dire, ah voilà une bonne idée, je me mets avec lui, j'achète. On se met ensemble. C'est comme ça que Bill Gates donne $1,5 million à Khan. Il va le chercher. Il lui dit, moi, ton idée de former et d'enseigner les gens gratuitement me touche. Voilà $1,5 million. Ce n'est pas un prêt. C'est un don. C'est pour ça que les Américains, il faut les respecter. Tout ce qui est premier dans le monde est américain. Quand ce n'est pas américain, c'est russe. Parce qu'ils fonctionnent exactement pareil. Ce n'est pas un hasard. Aux États-Unis, les vendeurs d'idées sont riches. Les milliardaires marchent dans les quartiers en cherchant la bonne idée. Zuckerberg est venu même jusqu'au Nigeria acheter une application d'un enfant qui était dans sa chambre à Lagos, pieds nus. Ici, quand tu as la bonne idée de créer, comme je crée, tu as les mal intentionnés qui viennent, ils veulent participer. Mais après, tout son travail, c'est de vouloir dépouiller et te voler, arracher ton projet. Ça existe. Mais moi, je suis un massacre. Je tue en rien. Je lance le son. Détendez-vous. Donc, c'est pour dire que nous sommes pauvres et c'est ça la médiocrité. Ça veut dire que parmi nous, il y a des gens qui ont de l'argent et qui ont la limitation intellectuelle pour avoir le projet ou l'idée. Maintenant, d'un côté, vous allez trouver à la cité universitaire ou au quartier un jeune qui a son idée, mais il ne sait pas où aller rencontrer le type qui va lui donner le déclic pour voir grand, pour prendre des grands bureaux, pour bâtir un immeuble, un empire. Et on demande à la jeunesse de rêver, la jeunesse ne rêve pas. C'est pour ça que tous ont le temps pour commenter le football. Nous ne rêvons pas, nous ne bossons pas, nous ne nous aimons pas. Et moi, ça me fait rire. Chaque fois que tu appelles quelqu'un dans ton projet, non seulement il veut te dépouiller de ton projet, mais en même temps, il veut te déstabiliser, et il veut te dénigrer, et il veut te chosifier. Non, ça s'appelle la petitesse. C'est pour ça qu'en réalité, aucun Africain n'est grand, ou très peu d'Africains sont grands. Les belles histoires que je vous raconte, comme aux États-Unis, là en ce moment, c'est les histoires réelles de l'Amérique de tous les jours, où les gens ont compris que si on se met ensemble, on est plus fort. C'est pour ça que toutes les multinationales sont américaines. Les plus grandes. Même la France qu'on dénigre, là, la France est la 5e puissance économique mondiale, attention. Avec des multinationales qui font des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires par mois. Quand vous prenez Total, vous prenez Bolloré, vous prenez
tout ce qui peut suivre, Bernard Arnault, LVMH, tout ça, ils ne vendent que l'eau de parfum, parfois. Mais ils sont 2000 actionnaires à fabriquer des bouteilles de parfum. Et dans le monde du luxe, il y a des parfums qui coûtent 1000 $, 6000 $, 10 000 $. Les poudres des femmes, là, ça coûte parfois 500 $ la poudre. Mais ils vendent le luxe et ils se sont mis ensemble. Chez nous, chaque musicien va se cacher dans un petit studio à Bepanda, bricole un faux truc et il va proposer aux gens et ça joue 2 semaines à la radio, à la télé et il rentre faire la friperie au quartier. Je viens donc lancer ce message au Camerounais ce matin. Je ne sais pas si j'ai dit ce que j'avais à dire, mais il y a une idée de cette pauvreté mentale, cette pauvreté intellectuelle qui m'embête énormément, cette médiocrité taylorisée et standardisée, c'est-à-dire les gens sont heureux de conserver leur moule de négativité, de tribalisme. Évidemment, dans les grandes idées, on ne peut pas être tribaliste. Quand on a une vision large du monde, on va aller chercher son partenaire, même à Fondjomankwet. On va aller chercher son acolyte, même à Koutaba. C'est comme l'amour. L'industrie, c'est l'amour que vous faites à votre femme. L'industrie, c'est l'amour que vous avez pour votre pays, puisque vous voulez que votre pays féconde, que votre pays accouche des choses nouvelles. Mais quel est ce pays qui ne fabrique rien, mais qui veut quand même se développer et qui se plaint que la vie est chère, qui se plaint que l'inflation... Mais vous produisez quoi? Non, chers Africains, vous produisez quoi pour pleurer que vous avez... La vie est chère. Mais l'inflation, en réalité, si vous voulez que je vous donne une seule notion économique, l'inflation, je l'ai défini même dans ce livre, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la hausse des produits, c'est la chute de la valeur de la monnaie. Et quand vous n'avez pas votre monnaie, ou bien quand vous ne maîtrisez pas la production, les circuits de la production de votre monnaie, vous savez quand même que les Africains dépensent 45 millions d'euros pour payer la facture des billets qu'on imprime. C'est-à-dire, on paye au Trésor français 45 millions de francs, d'euros, pardon, par an, pour produire, pour fabriquer l'argent. On a des Africains qui sont tellement loin en génie informatique, de cryptage, de codage, qu'ils peuvent nous proposer une monnaie alternative. Le Bitcoin, la crypto-monnaie est là, et elle est en train d'augmenter, mais on nous présente seulement un bandit à la télé que c'est lui la crypto-monnaie. C'est-à-dire, l'Africain croit... Je vais m'arrêter là, je ne sais plus comment vous expliquer. C'est-à-dire que les gens croient que le progrès... J'espère que vous me captez ce matin. Ce n'est pas votre tasse de thé. D'autres n'ont même pas le niveau, mais ce n'est pas grave. Il faut le dire avec ça, même si ça vous choque. Je ne suis pas là pour chercher l'amitié. Alors, ce que je viens vous dire, il faut aussi savoir que le progrès peut aller dans le mauvais sens. Quand vous avez le cancer, on dit qu'il progresse. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il est en train d'aller vous tuer. C'est comme ça qu'on est en train de progresser vers la bêtise. On ne progresse pas vers les grands principes, les grandes lois spirituelles qui régissent la vie. On a créé un monde. On a trouvé un monde qui a des lois et qu'il faut respecter. Ces lois-là, il faut en tenir compte pour évoluer. Des lois de la thermodynamique, les lois de la gravitation, les lois de l'énergie nucléaire, la fission nucléaire.
C'est des principes de la vie. Si vous ne réussissez pas à maîtriser ces codes-là, vous ferez 1000 ans là, on ne va pas se développer. Je connais une retraitée en ce moment, ou dans quelques mois, qui a décidé de partir du Cameroun après avoir travaillé pendant 35 ans, parce qu'elle estime qu'elle n'a pas son avenir ici. L'adversité est partout. Même les gens à qui tu veux donner la nourriture au village préfèrent manger au sol. Le noir, le Camerounais surtout, est un expert en méchanceté. Il préfère manger au sol. Il préfère être ton ami quand tu as dit ce qu'il veut entendre. Or, quand le médecin te soigne, il n'a pas envie de te dire ce que tu veux entendre. Le médecin n'a pas envie de te dire ce que tu veux entendre. Quand tu arrives devant le médecin, il te dit, toi, tu as le sida. Ne tape pas le médecin. Dis-lui par exemple, merci docteur, mais qu'est-ce que je peux faire? Ou quand tu arrives, le médecin te dit, tu vas mourir. C'est pas qu'il te déteste. C'est qu'il a vu ton cancer ou il a vu ta prostate, il dit, tu vas mourir. Ou ton diabète, il te dit, toi, tu vas mourir dans une semaine. Au lieu d'insulter le docteur et de te fâcher, demande plutôt au docteur, docteur, c'est vrai que je vais mourir, mais est-ce qu'il y a une chance? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'en sortir? Et là, il te dit, ok, bonne question. Là, on va commencer par regarder. À partir d'aujourd'hui, plus d'alcool, plus de femmes, plus de sel, plus de ceci, plus de cela. Est-ce que tu es prêt à suivre ça? Si tu dis oui, tu es sauvé. Le diagnostic. Alors chez nous, quand on a la température, on casse le thermomètre. On veut détruire le thermomètre. Je disais à mon frère, j'ai un ami, ou si je peux l'appeler ami, même si je trouve qu'il est un peu... C'est des gens villageois, grivois. Voilà. Si tu veux insulter la France, ne va pas enseigner leurs enfants, ils ne vont pas te le permettre et on va t'exclure. Ne va pas enseigner au lycée. C'est logique. Si tu es contre la France et qu'elle gère mal, ne demande pas la nationalité. Va vivre au Mali, où tu es plus heureux. Le noir est incohérent. Mais tu es en France. Tu demandes, tu supplies pour avoir la nationalité. On te la donne parce que tu as fui, je ne sais pas d'où, ton village là-bas. Mais tu te bats, tu es intelligent, tu enseignes les enfants. Les Français, l'éducation nationale ne va pas te permettre d'amener un certain type d'aigreur qu'on confond avec la revendication. Les Césaires étaient plus forts aujourd'hui, même 50 ans après, parce qu'ils savaient dire. Si tu veux combattre un système, tu ne dis pas ça, ben quitte la France. Va habiter par exemple au Soudan, où le Soudan est très bien. Vive le Soudan libre. Vive le Mali. Va vivre au Mali et puis tu es heureux là-bas. Ne va pas au Mali juste pour prendre une enveloppe. C'est ça l'incohérence chez l'homme noir. C'est ça. À part ça, moi je ne juge plus personne. Faites ce que vous voulez. Moi je fais ma vie. Mon rôle c'est d'enseigner, c'est d'aider, de former. Et j'ai une amie, si je peux l'appeler aussi amie, qui vit par exemple au Luxembourg, et j'ai envoyé quelqu'un chez la personne. Je vous rappelle que la personne me suit et à mes directs matin soir me dit, le guide, tu as changé ma vie, je l'ai soigné, je l'ai éduqué. Elle m'a dit que grâce à moi, elle a retrouvé une situation stable, elle n'allait pas bien, elle était au fond du trou, comme vous êtes des milliers d'ingrats ici. Mais j'envoyais quelqu'un juste demander un service pour qu'elle rende service. Elle dit non, elle ne peut plus aider depuis que j'ai changé mes idées. Depuis que je suis rentré au Cameroun et j'ai pris une orientation. Je dis, un, je n'ai pris aucune orientation politique, j'ai continué ma vie. Deux, je ne lui ai fait aucun mal. Elle a oublié tout le bien que je lui ai fait et elle a refusé de rendre service à un autre Camerounais juste parce que moi, au lieu de dire, est-ce que vous comprenez? On te dit rends service à un compatriote. Tu dis je ne rends pas service parce que le guide qui était ton guide hier n'est plus ton guide, il t'a énervé. Mais ça t'empêche de rendre service. C'est une parenthèse. Donc ce matin, je voulais vous entretenir là-dessus.
et vous souhaiter très bonne journée. Et je vous dis, vraiment, je suis pessimiste. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Quand tu as une idée au Cameroun, tu es combattu par tout le monde, même les proches. Et quand tu as une idée au Cameroun, tu es l'ennemi même de ta famille. C'est pas nouveau, le monde est comme ça. Quand tu as une idée, tu es l'ennemi même de ceux que tu viens bousculer. Or, une société ne vit que des idées nouvelles. Et il n'y a pas de place pour le tribalisme dans un peuple, dans un pays qui a de l'ambition, qui a du rêve. Et vous ne pouvez jamais rien faire tout seul, que vous soyez génie ou pas. Il n'y a pas de génie isolé. Vous allez créer une machine, vous allez créer quelque chose, vous aurez besoin de quelqu'un qui remède les roues. Regardez comment on est médiocre. En 2023, là où on est en train de fabriquer les voitures volantes, on vous présente à la télé quelqu'un qui a soudé une moto chinoise. On vous présente quelqu'un qui a pris un amas de ferraille, il a collé, il dit qu'il a créé une voiture. Ce n'est pas ça l'industrie. L'industrie, ça veut dire, voici le livre. Je peux faire le même livre 1 million de fois. La même chose. La même norme, la normative, la qualité, la pluralité, le nombre, mais la qualité est la même chose, l'identique. Quelqu'un fabrique une roue, un tricycle avec ses mains et il fabrique un autre tricycle qui a la forme de la tête penchée comme ça, comme un Bouddha. Et l'autre, la tête penchée comme là-bas, les filles, le derrière de la nuque des filles, bah ça. Bon, bref, c'était pour rigoler. Soyons plus sérieux, les amis, et investissons la connaissance. Et mon dernier livre est prêt. Ceux qui veulent le précommander, vous êtes libres. C'est industrialisons-nous, taisons-nous. Parce que si on ne s'industrialise pas, tout ce qu'on dit là, c'est la perte de temps. Vous ne serez jamais développé. Vous ne serez jamais développé. Vous pouvez acheter une voiture neuve en Allemagne, ça ne fait pas de vous un homme développé, puisque vous n'aurez pas le mécanicien qui va la réparer, vous n'aurez pas la route où elle va rouler, vous n'aurez pas le garage. Vous pouvez, avec les nouvelles techniques de construction aujourd'hui, construire avec vos briques de terre, mais personne ne veut parce que la colonisation nous a imposé le groupe Lafarge, dont Simancam, qui à l'époque était là pour fabriquer les parpaings pour qu'on fasse tourner l'économie française. Je ne vois pas pourquoi un Africain aujourd'hui va encore construire avec la brique du ciment, qui coûte 10 fois plus cher que la brique de terre, qui est sous ses pieds. Allez à Bruxelles, allez en Hollande, allez en Chine, allez partout où il y a la civilisation forte, ils construisent avec la terre. Et pour qu'on en arrive là, on va encore passer un siècle à répéter. Pourquoi mettre les tôles sur votre toiture alors qu'il fait 50 degrés? Il y a la tuile, il y a la paille. La paille fait 200 ans sans bouger. Faites des études, allez investir d'autres champs de connaissances. Le monde est tellement éclaté aujourd'hui. Remplacer le fer par le bambou de Chine. C'est les Chinois qui coupent encore tous les bambous de Chine dans notre pays aujourd'hui. Parce qu'ils importent ça. Ils amènent ça chez eux. Qu'est-ce qu'on est en retard? Qu'est-ce qu'on est idiot? Et dire qu'on a des ingénieurs qui se disent ingénieurs cachés en France alors qu'ils font le VTC. On a des enseignants cachés au Canada qui sont coursiers. Ils fuient quoi alors? Je m'arrête là ce matin. Yann Diana Toan, merci madame pour l'intérêt. Si tous les Africains se comportaient comme vous, c'est qu'on est déjà avancé. Mon livre coûte en précommande 50 €. Ça dépend d'où vous êtes maintenant. Si vous êtes étudiante aussi, on peut voir. Mais ce n'est pas le prix qui est important parce que je les vends parfois 10 fois plus cher en conférence. Mais c'est le désir de vouloir l'obtenir. Écrivez-moi, vous avez mes coordonnées, vous écrivez-moi une box. Et je suis heureux d'avoir renoué avec vous. On ne va pas baisser les bras. Les idiots, les ignorants,
ce que j'appelle l'ineptocratie. Les gens qui sont inaptes à tout, mais ils veulent nous donner des leçons, sont les plus majoritaires. Ils veulent créer un monde où on doit subir. Je dis, c'est pas possible. J'ai une amie avec qui je partage beaucoup de choses dans ma vie, qui était au Sénégal. Je salue le peuple sénégalais, je suis attendu à Dakar. Elle m'a dit, elle a trouvé des gens heureux. Elle a trouvé des gens ouverts. Elle a trouvé, et je finis par là. Elle a vu au Sénégal les femmes qui gèrent presque tout. Elle allait assister à un deuil au Sénégal. Les femmes, il n'y avait pas de querelle de famille. Un deuil d'une personnalité au Sénégal, il y a comme une harmonie. Et c'est les femmes qui organisent, c'est les femmes qui parlent, c'est les femmes qui gèrent. Elle a vu un pays ouvert aux autres, aux touristes, aux Français. Elle n'a même pas eu besoin de visa. Elle a pris son billet d'avion sur le net. À 14 h, elle a voyagé à 17 h. Elle est arrivée, on a trouvé le pays de la Teranga vraiment. Il y a des pays en Afrique où on n'est pas méchant. Le Camerounais est méchant de nature. Il a le front fermé, il est égoïste, il est méchant, il est jaloux. Le pauvre est jaloux du pauvre, le riche est jaloux du pauvre, le pauvre est jaloux du riche, le pauvre est jaloux du pauvre, le riche est pauvre d'être jaloux du riche et du pauvre est jaloux du... Mais c'est une société malade, le Cameroun. Je vous le jure. Ne dites pas au Cameroun que quelqu'un est à l'abri du besoin. Lui, il ne peut pas vous en vouloir. Je suis parfois entré même chez des ministres qui... Ils regardent ton costume et il devient ton ennemi. Le costume. Au Sénégal, dont les gens sont accueillants, sympathiques, gentils. Elle me dit par exemple qu'elle a pris un taxi et après ils n'avaient pas les coordonnées. Ils ont pris le téléphone du chauffeur. Le chauffeur les a laissés appeler. Et au moment de payer, il a dit non, nous sommes au Sénégal. Tout n'est pas parfait au Sénégal. N'est-ce pas? Tout n'est pas parfait au Sénégal, ils ont d'autres problèmes. Mais écoutez, il y a des citoyens comme Econ qui construisent des villes comme Edea à lui seul. Il est aux États-Unis, il est comme vous, c'est un rappeur. Nous, on a notre rappeur ici qui pleure parce qu'il n'a pas bien fumé sa drogue. Si j'avais le temps de répondre. Vous ne pouvez pas attaquer un pays du matin au soir en insultant tout le monde et vouloir qu'on vous embrasse après. Et les gens ont le temps de débattre de ces inepties-là. Et c'est des idiots comme ça qui n'ont pas fait leurs études, qui ne maîtrisent rien de la vie, qui ouvrent la bouche, leur bouche pâteuse sur tous les sujets et qui veulent donner des leçons à tout le monde. Et maintenant, quand on lui refuse un service, les gens trouvent à en débattre, mais qu'il règle ça seul. On n'insulte pas les gens gratuitement. Sous prétexte que c'est la liberté. Je veux bien, mais la liberté, ça veut dire aussi qu'il faut assumer. Donc, le Camerounais, par exemple, est un type très hermétique. Il chasse le blanc, il chasse les touristes. C'est pour ça que nos hôtels sont vides. Les hôtels comme le Hilton, c'est 22% d'occupation, parfois même 10%. Les touristes ne viennent pas. On fait peur aux blancs. On fait peur aux Chinois qui n'envoient que leurs prisonniers nous dominer. C'est les prisonniers chinois qui sont patrons au Cameroun, ce n'est pas l'ingénieur. C'est l'analphabète chinois, paysan du Tonkin, qui vient à Douala être directeur dans le chantier de la route. Parce que faire la route, c'est une bêtise monumentale que de croire que c'est une expertise supérieure. Vous prenez la terre qui vient du mont Cameroun, les gravats là, vous écrasez, vous faites chauffer, c'est le bitume. Vous prenez le pétrole qu'il y a dans mon village à Dehan et à Yassoukou, vous prenez les gravats, vous mettez là sur la terre, au soleil, ça sèche et puis c'est le goudron. Ça, vous ne savez même pas le faire. Même le b.a.-ba de l'industrie, on ne sait pas faire. On ne veut même pas apprendre. Le temps d'apprendre est si difficile. Voilà pourquoi nous sommes encore misérables. Le Camerounais est hermétique. Hermétique. Et à la pensée et à la tête. Et comme il sait qu'il croit tout savoir, parce que la tête est grosse, il n'apprend rien. Au Mali,
c'est les petits vigiles et éboueurs maliens qui construisent les grandes villes. Ils mettent les hôpitaux, ils y mettent des hôpitaux, des universités, des lycées. Sadio Mané, le footballeur sénégalais, a construit tout un village. On est passé de 500 habitants à 10 000 habitants. Un seul footballeur. Chez nous, c'est le brebis, le bavardage. Moi, je suis, moi, je suis, moi, je suis. Sur le terrain, rien. Les pays qui progressent finalement, c'est les pays ouverts aux autres. Le Cameroun préfère se dire, on va conserver notre richesse en étant pauvre. Ça n'existe pas une richesse dans la pauvreté. C'est un oxymore. Pour ceux qui savent parler français. Vous ne pouvez pas être pauvre dans la richesse. Ça veut dire que vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas être riche dans la pauvreté. Ça n'existe pas. Puisque si vous êtes pauvre, parce que vous êtes fermé, égoïste et tout, les Chinois vont piquer par derrière. Les Français vont piquer le pétrole par le sous-sol. Les Américains vont prendre tout par les satellites. Vous êtes enfermé là dans l'enclos, les gens ont les satellites 3D, ils voient ce que vous avez comme richesse. Ils savent vous créer la guerre. La preuve, on vous a chassé du nord-ouest, sud-ouest. On vous fait détester pour rien. On crée un faux problème et les gens viennent travailler. Il y a beaucoup de sociétés américaines au nord-ouest et au sud-ouest. Vous ne le savez pas. Pendant que vous faites la guerre, pendant qu'on vous dit de détester le frère, que vous êtes anglophone, les autres sont francophones, les sociétés américaines sont en train de travailler. Il faut apprendre. L'homme noir n'apprend rien. Le Camerounais encore plus, parce qu'il croit être sage. Regardez comment la Côte d'Ivoire évolue, les grands travaux. Qui va faire des ponts? Qui va faire des chaussées? Le temps d'apprentissage. Mais maintenant, même si vous appelez l'homme blanc, vous appelez le chinois, en travaillant, il faut copier, il faut tricher, il faut recopier, exactement comme l'a fait la Chine. Et je l'ai dit dans ce magnifique livre, il faut retourner à la spiritualité, c'est la force de l'écorce. J'en ai terminé pour ce matin, merci de m'avoir suivi. J'ai été plus long que d'habitude, j'ai beaucoup de rendez-vous ce matin. Je vous aime. C'est le guide, c'est Mouleti, c'est Bissok. Écrivez-moi si vous êtes touché par cette vidéo et partagez-la.